Bonsoir à tous. Je suis ici devant vous pour vous dire de manière catégorique que Machiavel est mort. Pendant des années, notre pensée a été déformée en nous présentant un faux dilemme lors de la conception de politiques publiques où il fallait choisir entre l'efficacité politique et le respect des valeurs éthiques et morales de l'Occident. Comme le souligne le professeur Jesus Huerta de Soto dans son travail sur l'efficacité dynamique d'un tel point de vue, l'efficacité n'est pas compatible avec divers schémas d'équité ou de justice, mais elle émerge uniquement et exclusivement de l'un d'eux, qui repose sur le respect de la propriété privée et la fonction entrepreneuriale. C'est pourquoi l'opposition entre les dimensions d'efficacité et de justice est fausse et erronée. C'est-à-dire ce qui est juste ne peut pas être inefficace et ce qui est efficace est juste. Et c'est que dans la perspective de l'analyse dynamique, justice et efficacité sont deux faces d'une même médaille. Sans aucun doute, celui qui a anticipé cette situation avec le plus de clarté fut Murray Rothbard, en posant la connexion qui existe entre la conception dynamique de l'efficacité économique et le domaine de l'éthique. Rothbard considérait qu'il était indispensable d'établir au préalable le cadre éthique approprié qui stimule l'efficacité dynamique, étant donné notre ignorance concernant les fins, les moyens et les fonctions d'utilité qui existent dans la réalité. Ainsi, pour Rothbard, à quoi j'adhère même depuis mon rôle de président de la grande nation argentine, seuls les principes éthiques sous-jacents dans la culture occidentale peuvent servir de critères d'efficacité lors de la prise de décision en matière de politique publique. Mis en termes crus, au moment de concevoir les politiques publiques, il est inadmissible, du point de vue de l'éthique et de la morale, de sacrifier la justice sur l'autel de l'efficacité. Cette consigne en faveur des valeurs est non seulement au-dessus de l'efficacité économique, mais elle l'est encore bien plus au-dessus de ce qu'est l'utilitarisme politique. Ainsi, en mettant de côté les valeurs éthiques et morales, cela conduit à des politiques qui non seulement sont injustes, mais mènent également à l'effondrement, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, au point de pouvoir finir par détruire la civilisation occidentale elle-même. C'est pourquoi, en 2024, dans ce forum, j'ai signalé que l'Occident était en danger. À son tour, dans mon exposé de 2025, j'ai montré que les agendas et les politiques qui étaient promus par les différents organismes et forums internationaux n'étaient ni plus ni moins qu'un ensemble de politiques socialistes, enveloppées de manière élégante pour tromper des personnes aux âmes nobles et belles, avec de bonnes intentions, mais avec les mêmes résultats catastrophiques qu'à l'accoutumée. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier les mots de Thomas Sowell sur le socialisme, auquel il reconnaissait le mérite de sembler très beau, mais dont l'autre face est qu'il finit toujours mal, horriblement mal. Sans aller plus loin et au-delà des désastres continus causés par le socialisme au cours du XXe siècle, nous voyons les dommages aberrants causés au Venezuela, et pas seulement par une chute de 80% de son PIB, mais bien pire encore, à la lumière de l'établissement d'une narco-dictature sanglante dont les tentacules terroristes se sont étendus sur tout notre continent américain. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, face à la dégradation éthique et morale que traverse l'Occident, fruit d'avoir embrassé la nouvelle agenda socialiste, il est nécessaire de résoudre et de promouvoir les idées de la liberté. Cependant, à la différence de la manière dont cela a été abordé, dans le passé doit être basé sur une approche qui était basée sur une approche utilitariste. Aujourd'hui, la défense du système capitaliste de libre entreprise doit être basée sur sa vertu éthique et morale. C'est-à-dire, comme le souligne Israël Kirzner, les socialistes d'aujourd'hui ne nient pas la supériorité du capitalisme sur le plan productif, ils le remettent en question parce qu'il est injuste. Par conséquent, il ne suffit pas que le système soit plus productif, car si sa racine était injuste, le capitalisme ne mériterait pas d'être défendu. Par conséquent, aujourd'hui, je vais vous démontrer que le capitalisme de libre entreprise n'est pas seulement plus productif, mais qu'il est aussi le seul système qui soit juste. À son tour, je vous démontrerai qu'il n'existe pas de dilemme entre l'utilitarisme politique et la politique basée sur des valeurs, car si ceux-ci étaient en conflit, cela impliquerait que les bases de l'utilitarisme politique doivent être rejetées comme injustes.
Par conséquent, cela impliquera que si nous voulons sortir de notre sombre présent, nous devons nous inspirer à nouveau de la philosophie grecque, embrasser le droit romain et revenir aux valeurs judéo-chrétiennes, ce qui nous permettra de sauver l'Occident. Une grande partie des conflits humains surgissent d'une interrelation ratée entre le droit naturel et le droit positif. Ainsi, le droit naturel est la loi qui doit régir l'être humain parce qu'elle s'adapte à sa nature et par conséquent est juste au sens universel. C'est une loi commune à tous les hommes car elle est intrinsèque à leur essence et par conséquent inaltérable et immuable. D'autre part, le droit positif est celui que les hommes rédigent pour suivre leur convenance. Ainsi, lorsque la loi positive est en accord avec la loi naturelle, il y aura justice. Dans le cas contraire, elle sera légale, mais ne sera pas légitime. En fonction de cela, deux droits fondamentaux sont reconnus, les droits à la vie et à la liberté. L'homme naît vivant et libre et a le droit de conserver ses attributs de la nature. De plus, il a le droit que ses semblables le respectent afin de chercher son propre bonheur, qui est le but vers lequel tend tout homme. En parallèle, nous avons les droits acquis, qui ne sont ni naturels ni inhérents à l'être humain, mais qui sont gagnés par mérite ou obtenus en cadeau. De cette manière, du droit fondamental à la liberté découle le droit acquis de la propriété privée, ce qui se manifeste par le fait que nous pouvons librement acquérir un bien avec le fruit de notre travail ou recevoir un bien que l'on nous donne librement en honneur ou en héritage. À son tour, le droit de propriété, en particulier par ses conséquences dynamiques, est lié au principe d'appropriation de ce qui, de sorte que maintenant la propriété ne peut pas seulement dériver d'une donation, d'un cadeau, d'un héritage et ou d'un échange, mais s'ajoute à l'appropriation de la découverte et d'une création. Finalement, ces droits se complètent par le principe de non-agression qui établit qu'aucun être humain n'a le droit d'exercer une agression de quelque type que ce soit contre un autre être humain, ce qui inclut non seulement l'agression physique, mais aussi tout type de coercition, contrainte et ou imposition sous la menace de l'usage de la force. C'est pourquoi nous définissons le libéralisme, selon le professeur Alberto Venegas Lynch, fils, comme le respect irrestrict du projet de vie d'autrui, basé sur le principe de non-agression et en défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété, dont les institutions sont la propriété privée, les marchés libres d'intervention étatique, la concurrence entendue comme libre entrée et sortie, la division du travail et la coopération sociale. Naturellement, associée à cet ordre social, surgit la question de savoir si celui-ci est juste. Par conséquent, pour déterminer si le système est juste, la référence obligatoire est Tulpien, dont la prémisse de base constitue la fondation du droit romain et est sans aucun doute l'un des piliers de la civilisation occidentale. Ainsi, la justice est la volonté constante et persistante d'accorder à chacun son droit, c'est-à-dire l'intention de donner à chacun ce qui lui appartient, ce qui lui revient. Cependant, la sentence d'Ulpien ne s'est pas arrêtée là, mais a ajouté ensuite que les principes du droit consistent à vivre honnêtement sans causer de tort à personne et à donner à chacun ce qui lui appartient. Par conséquent, de tout cela découle qu'une des caractéristiques du capitalisme d'entreprise libre est qu'il s'agit d'une doctrine juste. Étant donné le cadre institutionnel émergent que nous avons en plus prouvé être juste, il est maintenant temps de prouver qu'il est également efficace. La première proposition à ce sujet a été faite par Adam Smith, qui, en utilisant l'argument de la main invisible, postulait que chaque individu poursuivant son propre intérêt menait au bien-être social maximal. Plus tard, les néoclassiques, guidés par une idée de la main invisible basée sur l'optimum de Pareto, ont réussi à dériver le premier axiome de l'économie du bien-être, c'est-à-dire tout équilibre compétitif est un optimum de Pareto. Cependant, cela impliquait d'adopter une structure mathématique qui laissait la porte ouverte à l'intervention de l'État sous les bonnes intentions de corriger les défaillances du marché, qui, de mon point de vue, n'existent pas. Pour cela, la preuve développée par Hans Gemma Hoppe, basée sur les droits de propriété, en ligne avec le principe d'appropriation originelle de Locke, ainsi que le principe de non-agression, non seulement s'avère satisfaisante pour prouver l'optimalité, mais ne laisse également aucun doute quant à l'absence d'intervention. De cette manière, Hoppe indique
Toute déviation de cet ensemble de règles implique par définition une redistribution des titres de propriété et par conséquent des revenus des utilisateurs et contractants de biens vers les non-utilisateurs, producteurs et non-contractants. Par conséquent, toute déviation dans ce sens implique qu'il y aura relativement moins d'appropriation originelle de ressources dont la rareté est connue et, par conséquent, il y aura moins de production de nouveaux biens, moins d'entretien des biens existants et moins de contrats et de commerce mutuellement bénéfiques. Cela implique naturellement un niveau de vie inférieur en ce qui concerne les biens et services qui passent de main en main. De plus, le postulat selon lequel seul le premier utilisateur et non le dernier d'un bien acquiert le droit de propriété sur celui-ci nous assure que les efforts productifs seront aussi élevés que possible à tout moment. À son tour, la notion que seule l'intégrité physique de la propriété et non sa valeur doit être protégée garantit que tout propriétaire fera les plus grands efforts productifs de valeur, c'est-à-dire des efforts pour promouvoir des changements favorables dans la valeur de la propriété et pour prévenir ou contrer tout changement défavorable dans la valeur de celle-ci. Par conséquent, toute déviation de ces règles implique une réduction des efforts productifs à tout moment. Notez que se concentrer sur la propriété privée et non sur des fonctions de demande excédentaire dérivées d'exercices d'optimisation permet d'atteindre un optimum sans avoir besoin d'hypothèses ésotériques qui justifient ensuite l'intervention de l'État. En même temps, cela évite de tomber dans le ridicule empirique du deuxième théorème de l'économie du bien-être qui postule l'indépendance entre production et distribution comme si le choix entre capitalisme et communisme était neutre en termes de résultats. Par conséquent, ayant prouvé que les institutions du capitalisme d'entreprise libre, soutenues par les droits naturels, le principe d'appropriation originaire de Locke et le principe de non-agression, non seulement sont justes, mais en plus sont efficaces, du moins en termes statiques, il est maintenant temps de prouver que le capitalisme d'entreprise libre respecte toutes ces mêmes propriétés en termes dynamiques. Xénophon, déjà 380 ans avant Jésus-Christ, soulignait que l'économie est un savoir qui permet aux hommes d'accroître leur patrimoine tout en postulant que la propriété privée était le véhicule le plus avantageux pour la vie de chacun. Ensuite, Xénophon s'occupe du concept d'efficacité, qu'il aborde sous deux perspectives. D'une part, d'un point de vue statique, il définit comme efficace la gestion des ressources disponibles visant à éviter le gaspillage, où il souligne également le bénéfice de la propriété privée, en indiquant que l'œil du maître est la meilleure formule pour engraisser son bétail. D'autre part, Xénophon, dans sa deuxième définition de l'efficacité, s'aventure dans le domaine dynamique, indiquant que, à son tour, l'efficacité implique d'accroître la propriété. Cela signifie augmenter la quantité de biens disponibles par la voie de la créativité entrepreneuriale, c'est-à-dire par le commerce et la spéculation. Ce dernier critère d'efficacité est d'une importance fondamentale pour l'étude de la croissance d'une économie, car contrairement à un modèle statique dans lequel on ne considère que ce que Robert Lucas Jr. définissait comme les paramètres profonds, c'est-à-dire les préférences, la technologie et les dotations de ressources initiales, dans la sphère dynamique, tant la technologie que les dotations initiales peuvent varier et le font effectivement continuellement en raison de la créativité entrepreneuriale. De plus, un chapitre à part concerne l'institution de la propriété privée et en pivotant autour d'elle, l'école autrichienne d'économie de Mises, Hayek, Rothbard, Kisser, Hoppe jusqu'à Jesus Huerta de Soto ont démontré l'impossibilité du socialisme et par conséquent ont démoli l'idée fantasmagorique de John Stuart Mill qui postulait l'indépendance entre la production et la distribution. Une surdité académique qui a abouti au socialisme et qui a coûté au monde la vie de 150 millions d'êtres humains, tandis que ceux qui ont réussi à survivre à la terreur l'ont fait dans une pauvreté absurde. Conformément à ce qui a été indiqué et en ligne avec la deuxième définition de l'analyse de Xénophon, la théorie économique a identifié 4 sources de progrès économique. Tout d'abord, nous avons la division du travail qui a été illustrée par Adam Smith avec la fabrique d'épingles. En essence, il s'agit d'un mécanisme par lequel des gains de productivité sont générés, se manifestant comme des rendements croissants et qui, bien que leurs limites soient délimitées par la taille du marché, celle-ci est positivement affectée par cela.
Cependant, il vaut la peine de préciser aussi que ce processus vertueux n'est pas infini, dont la limite se heurte à la dotation initiale de ressources. Deuxièmement, l'accumulation de capital, tant physique qu'humain. En ce qui concerne le capital physique, l'interaction entre l'épargne et l'investissement est cruciale, mettant en évidence le rôle fondamental du marché des capitaux et du système financier pour réaliser cette intermédiation. Du côté du capital humain, l'accent ne doit pas se limiter au plan éducatif, mais il faut également considérer le développement des capacités cognitives dès la naissance de l'être humain, son alimentation et la santé, éléments fondamentaux pour pouvoir accéder à l'éducation et au marché du travail. Troisièmement, nous avons le progrès technologique, qui signifie pouvoir produire une plus grande quantité de biens ou la même quantité de ressources, à produire la même chose en utilisant une moindre quantité d'intrants. Enfin, nous avons l'esprit d'entreprise, ou mieux dit, la fonction entrepreneuriale, qui, selon le professeur Huerta de Soto, constitue le principal moteur du processus de croissance économique, car bien que les trois facteurs mentionnés soient importants, sans entrepreneurs, il n'y aurait pas de production et le niveau de vie serait extrêmement précaire. Où la fonction entrepreneuriale ne se concentre pas tant sur l'efficacité à court terme, mais plutôt sur la croissance de la quantité de biens et services, ce qui conduit à des niveaux de vie plus élevés. En fonction de tout cela, ce qui est vraiment important, c'est d'étendre au maximum la frontière des possibilités de production. Ainsi, l'efficacité dynamique peut être vue comme la capacité d'une économie à stimuler la créativité et la coordination entrepreneuriale. À son tour, le critère d'efficacité dynamique est indissolublement lié au concept de fonction entrepreneuriale, qui est la capacité typiquement humaine de se rendre compte des opportunités de gain qui surgissent dans l'environnement et d'agir en conséquence pour en tirer parti, faisant qu'il devienne fondamental de découvrir et de créer de nouveaux objectifs et moyens en favorisant une coordination spontanée destinée à résoudre les déséquilibres du marché. D'autre part, cette définition de l'efficacité dynamique proposée par Huerta de Soto combine de manière adéquate et cohérente l'idée de destruction créatrice de Schumpeter avec l'efficacité adaptative de North. Naturellement, étant donné le rôle de la fonction entrepreneuriale, les institutions sous lesquelles elle se développe sont d'une importance vitale. Dans ce sens, tant Douglas North que Jesus Huerta de Soto considèrent comme une fonction clé des institutions celle de réduire l'incertitude. Ainsi, tandis que North la présente comme un ensemble de contraintes conçues par les humains qui structurent l'interaction sociale de manière répétitive, Huerta de Soto considère que ces institutions conçues par des êtres humains émergent d'un processus d'interaction sociale de manière spontanée, sans le design d'une seule personne, ce qui réduit l'incertitude du processus de marché. De cette manière, comme le souligne Roy Cordato, le cadre institutionnel approprié est celui qui favorise la découverte entrepreneuriale et la coordination, de sorte que dans ce cadre, la politique économique devrait s'orienter vers l'identification et la suppression de tous les obstacles artificiels qui entravent le processus entrepreneurial et les échanges volontaires. Dans ce sens, étant donné l'influence déterminante des institutions sur le progrès économique, cela nous dirige vers l'importance de l'éthique, car les sociétés qui adhèrent à des valeurs morales et des principes éthiques plus solides en soutien aux institutions seront dynamiquement plus efficaces et jouiront ainsi d'une plus grande prospérité. Ainsi, le problème éthique fondamental est conçu comme la recherche de la meilleure manière de favoriser la coordination et la création d'entreprises. Par conséquent, dans le domaine de l'éthique sociale, on arrive à la conclusion que la conception de l'être humain comme un acteur créatif et coordonnateur implique d'accepter de manière axiomatique le principe selon lequel tout être humain a le droit de s'approprier les résultats de sa créativité entrepreneuriale. C'est-à-dire que l'appropriation privée des fruits de ceux qui créent et découvrent les entrepreneurs est un principe du droit naturel, car si l'acteur ne pouvait s'approprier ce qu'il crée ou découvre, alors sa capacité à détecter des opportunités de gain serait bloquée et l'incitation qui l'a amené ses actions disparaîtrait. Alors, en définitive, que tienne par là le principe éthique que nous venons d'énoncer est la base fondamentale éthique de toute l'économie de marché. Par conséquent, ce que nous venons de démontrer, c'est que le capitalisme d'entreprise libre non seulement est juste,
mais en plus, il est efficace et génère également un taux de croissance plus élevé. De manière, par conséquent, étant donné le cadre conceptuel de l'efficacité dynamique et l'existence de dilemmes entre efficacité et valeurs éthiques lors de la conception des politiques publiques, son application dans la vie réelle est d'intérêt. Au-delà des énormes réalisations que nous avons montrées au cours de ces années de gestion, en éliminant un déficit fiscal de 15 points du PIB, en réduisant l'inflation de 300% à 30%, en réduisant le risque au pays de 2500 points de base et en faisant croître l'économie, tandis que la pauvreté a diminué de 57 à 27% en menant des politiques publiques guidées par des valeurs éthiques et morales. Je voudrais donc me concentrer sur le cas du ministère de la déréglementation, ou comme nous l'appelons en interne, le ministère des rendements croissants. Ce ministère s'inspire de l'évolution du produit intérieur brut par habitant depuis l'ère chrétienne, qui a la forme d'une crosse de hockey. Cette figure découle du fait que jusqu'à l'année 1800, le PIB par habitant est presque constant et à partir de là, il a été multiplié par 15, dans un contexte où la taille de la population a été multipliée par 10. En parallèle, tandis que le produit intérieur brut croissait, la pauvreté extrême est passée de niveau de 95% à 10%. Cependant, cette merveille implique l'existence de rendements croissants, ce qui en économie est associé à une structure de marché concentrée, et c'est là que surgit le dilemme de politique publique entre l'efficacité paretienne et la justice. Dans l'analyse paretienne, les rendements croissants impliquent l'existence de non-convexité dans l'ensemble de production, ce qui, disons, ne permet pas de dériver des fonctions de bénéfices qui atteignent un maximum, de sorte que ni l'offre de biens ni la demande d'intrants ne sont optimales. Face à cela, il est proposé de réglementer les entreprises et de les assimiler à un cas parfaitement compétitif. C'est-à-dire tuer les rendements croissants et avec cela la croissance économique. Sinon, regardez les effets que cause la régulation partout dans le monde. La vision basée sur les valeurs éthiques du capitalisme indique que si cette position a été atteinte par des découvertes, des échanges volontaires et sans violer le principe de non-agression, il n'y a aucune raison qui justifie l'intervention. En fait, l'intervention est une violation du droit de propriété, donc en punissant les bénéfices, la croissance potentielle de l'économie diminue. Par conséquent, l'intervention et la régulation sont dynamiquement inefficaces car elles sont violentes et par conséquent injustes. C'est pourquoi, depuis notre arrivée à l'administration en 2023, nous avons réalisé, grâce à la tâche cyclopéenne du ministre Federico Sturzenegger, 13 500 réformes structurelles, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une économie plus efficacement dynamique, ce qui nous permet de recommencer à croître. Ceci est rendre l'Argentine grande à nouveau. Par conséquent, cela montre le caractère discutable de l'analyse de l'optimum de Pareto. En fonction de celui-ci, beaucoup considèrent qu'il est pertinent de réglementer ces structures concentrées en les assimilant dans les résultats à un modèle compétitif. Cependant, comme je l'avais indiqué, cela implique de tuer les rendements croissants, dont l'effet secondaire indésirable est de tuer la croissance. Notez que sous cette même ligne, nous pouvons aborder les sujets d'intelligence artificielle. Dans ce sens, cet instrument pourrait être vu comme la version du XXIe siècle de la fabrique d'épingles d'Adam Smith, c'est-à-dire un amplificateur de rendement croissant et par conséquent de plus grande croissance et bien-être. Donc, la chose la plus responsable que les États peuvent faire à ce sujet est de cesser de déranger ceux qui créent un monde meilleur. Pour le dire plus directement, les politiciens doivent cesser de déranger ceux qui font un monde meilleur. En même temps, je veux souligner que toutes les craintes associées à des scénarios dystopiques sont une absurdité. La réponse est Adam Smith. La limite des rendements croissants est donnée par la taille du marché. Et enfin, nous ne devons pas oublier que la mise en œuvre de Et enfin, nous ne devons pas oublier que le lancement de ces projets nécessite des intrants et des ressources financières réelles, donc l'expansion sera limitée par les dotations initiales. Pour ceux qui s'intéressent aux fondements théoriques,
de ces arguments que je présente. Aujourd'hui, le docteur Reidel a justement mis en ligne le travail que nous avons fait en collaboration et dans lequel nous avons développé justement les fondements théoriques de cela que réguler tue la croissance. C'est-à-dire l'omnipotence de l'État, les régulations détruisent le droit de propriété et cela tue les rendements croissants et par conséquent, disons, la croissance est moindre. Enfin, lié à cet avenir phénoménal qui s'annonce, le rôle du capital humain est d'une importance vitale. En ce sens, en Argentine, grâce à la gestion de la ministre Sandra Petovelo, pour les secteurs vulnérables, nous avons cessé de leur donner du poisson pour leur apprendre à pêcher et, si possible, les motiver à créer leur propre entreprise de pêche. Et finalement, malgré les critiques populaires, le capitalisme de libre entreprise ne sape pas les valeurs morales. Après tout, la pavé, le progrès économique via le mécanisme de la main invisible, idée des sentiments moraux d'Adam Smith et l'ère moderne doit son existence aux vertus bourgeoises soulignées par McCloskey. À son tour, grâce au grand travail de Huerta et de Soto dans le développement du concept d'efficacité dynamique et sa mise en pratique en Argentine, cela nous permet d'être sûrs que le dilemme entre efficacité et justice est faux. C'est-à-dire, les marchés ne sont pas seulement supérieurs sur le plan productif, mais ils sont aussi justes et par conséquent, les politiques publiques doivent être guidées par l'éthique et non par l'utilitarisme, qu'il soit économique ou politique, qui aboutit toujours à des solutions injustes, populistes et appauvrissantes. Par conséquent, je réaffirme ce qui a été dit au début de cette conférence. Machiavel est mort, il est donc temps de l'enterrer. De plus, étant donné le lien profond entre la morale et les marchés libres, ces derniers nous rendent de meilleures personnes, car grâce aux marchés dynamiquement efficaces, nous pouvons en même temps progresser économiquement, défendre la propriété privée, maintenir la paix, atteindre l'harmonie sociale et renforcer ces vertus sociales qui sont indispensables pour une société prospère. Enfin, je veux vous laisser une réflexion sur la paracha de cette semaine. La paracha Bo décrit ce moment où Moïse se confronte au pharaon, symbole du pouvoir oppresseur de l'État. Pour l'avertir que s'il ne libérait pas le peuple hébreu, les 3 dernières plaies s'abattraient sur l'Égypte. Devant le refus du pharaon, arriva la plaie des sauterelles, qui signifie la famine. Ensuite arriva la plaie des ténèbres, ce qui signifie la perte de clarté pour la prise de décision. Enfin, la plaie de la mort des premiers-nés, ce qui met en évidence le destin d'une société qui nie la liberté. L'analogie avec ce qui se passe aujourd'hui en Occident est extrêmement claire. Il y a déjà un certain temps, l'Occident, pour une raison étrange, a commencé à tourner le dos aux idées de liberté. Et c'est pourquoi, à cet endroit même, en l'an 2024, j'ai affirmé que l'Occident est en danger, conséquence d'avoir adopté des doses croissantes de socialisme dans sa version la plus hypocrite, qui est le wokisme. À son tour, en 2025, j'ai expliqué les parasites mentaux que la gauche a semés dans l'humanité. Cependant, 2026 est l'année où je vous apporte de bonnes nouvelles. Le monde a commencé à se réveiller. La meilleure preuve en est ce qui se passe en Amérique avec la renaissance des idées de liberté. Par conséquent, l'Amérique sera le phare de lumière qui rallumera tout l'Occident et ainsi elle paiera sa dette civilisationnelle avec une démonstration de gratitude envers ses bases dans la philosophie grecque, le droit des Romains et les valeurs judéo-chrétiennes. Nous avons devant nous un avenir meilleur, mais cet avenir meilleur existe si nous revenons aux racines de l'Occident, c'est-à-dire en revenant aux idées de la liberté. Que Dieu bénisse l'Occident, que la force du ciel nous accompagne et vive la liberté. Bon sang. Merci beaucoup. Un peu plus philosophique. Et j'ai respecté le temps. Où est la sortie? Par ici ou par